Et juste avec l'idée que dans les préfaisceaux, je n'appellerai petits que les représentables, je vais donner une notion due à Grothendieck et qui, à mon sens, devrait être dans tous les ouvrages sérieux de théorie des catégories et qui n'est dans aucun. Dans aucun, ça veut dire même dans les monuments comme l'éléphant ou dans Borseux ou dans ceci ou de ça, et qui est, à mon sens, extrêmement important. Grothendieck l'a introduite, mais il n'en a pas fait grand-chose, il faut dire. Il l'a introduite comme une espèce d'outil. Il était pressé d'avoir cet outil et c'est tout. Donc il n'a pas exploré les potentialités de cet outil. De la même façon qu'il a introduit les univers, qui ne devaient pas lui plaire beaucoup, mais pour se débarrasser de cette espèce d'emmerdement de logique. Et pour faire plaisir à Weil, qui en a voulu d'ailleurs. D'ailleurs, la notion dont je vais parler, elle est dans le bouquin qu'il a écrit avec Dieudonné en 70, je crois, sur les éléments de géométrie algébrique. Dans ce bouquin, pas question d'univers. Il dit juste une petite note, il faudrait mettre quelque part les univers qu'il faut, et puis c'est fini. Par contre, la notion que je vais indiquer, qui est fondamentale, c'est ce qu'il a appelé, alors, préfaisceau représentable, vous connaissez, mais ce qu'il a appelé morphisme représentable de préfaisceau. Je vais donner la définition et je vais ensuite expliquer ce qu'elle veut réellement dire et pourquoi, si elle veut vraiment dire ça, elle est fondamentale. Je prends une catégorie C, j'ai ces chapeaux, et je prends deux préfaisceaux. P et Q, et un morphisme de préfaisceaux de P dans Q. La définition de Grothendieck de dire que, de toute façon, ni P ni Q ne sont représentables. Mais sa définition, c'est qu'est-ce que ça veut dire que F est représentable. Alors, F représentable, si et seulement si, c'est sa définition, pour chaque R, cette fois-ci, préfaisceau représentable au sens de tout le monde. D'accord? Pour chaque morphisme d'un représentable dans Q, G, le produit fibré, dans le produit fibré, ici, ce que j'obtiens est représentable. Ça va? Le produit, je dis que F est représentable si son produit fibré avec quelque chose qui est vraiment représentable est représentable. Comment est-ce qu'il faut voir ça? Et comment est-ce que je peux traduire ça de manière que tout le monde puisse comprendre? Je ne ferai pas la démonstration, elle est d'ailleurs très facile. Mais comment est-ce qu'il faut voir ça?
il faut voir ça de la façon suivante. Ni P ni Q ne sont petits au sens représentable, mais ça, c'est une famille de préfaisceaux indexés par Q. D'accord? Sans famille, c'est un objet au-dessus. C'est une famille de préfaisceaux indexés par un grand préfaisceau, mais cette famille est une famille de petits préfaisceaux indexés par un grand préfaisceau. Une façon très simple de dire ça, je ne vais pas justifier, mais c'est ça que ça veut dire. Une façon très simple, pour ceux qui n'aiment pas grand, petit, etc., de dire ça, c'est la chose suivante. Je regarde ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons, pour un préfaisceau P, je regarde la catégorie des éléments de P. C'est une catégorie, c'est une fibration discrète sur la base. La catégorie des éléments de Q. F définit un morphisme, je ne sais pas, F, tout ce que vous voulez, F tilde, et ça là-dedans, d'accord? Un morphisme de fibration discrète au-dessus de la base, et petit f est un morphisme représentable au sens de Grothendieck si et seulement si ce f tilde a un adjoint à gauche. Voilà, et là, bon, là, bien entendu, à partir de là, on peut démontrer des choses. Et mon idée des mathématiques, c'est qu'en mathématiques, on pose des définitions, et si les définitions sont bonnes, on peut démontrer des choses à partir de ces définitions. Et donc, dans mon optique, d'accord, un morphisme représentable au sens de Grothendieck, c'est une famille de préfaisceaux indexés par un faisceau qui peut être très grand, mais en tant que famille, chacun des éléments, il n'y a pas d'éléments, mais enfin, il faut le penser, c'est une famille de petits préfaisceaux indexés par un grand préfaisceau. Et à partir de là, on voit tout de suite que ça va pouvoir fonctionner. Donc vous voyez que cette notion de petit s, qui n'a rien à voir avec la distinction entre classe et ensemble, elle est importante, mais ça n'a rien à voir avec la notion de petit en théorie des ensembles, de classe ou autre, mais elle marche. Et ça, c'est un phénomène qui se produit très fréquemment. Je vais donner, bien entendu, sans justification, des exemples de familles de petits objets indexés par un grand objet.